Ça fait maintenant plus d'1 an qu'on met en place des agents IA dans des entreprises et plus de 7 ans que je suis dans l'automatisation. Dans cette vidéo, je vais te montrer quelles sont les informations les plus importantes à savoir sur les agents IA avant de les mettre en place dans son entreprise pour ne pas perdre de temps et d'argent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Paris et je suis le CEO de Two Pizza Club, une agence qui permet de mettre en place des agents IA dans votre entreprise. Allez, c'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon écran. Ok les amis, c'est parti, je vous ai fait une petite présentation où on a passé un peu de temps pour vous montrer et vous condenser un peu ces 1 an d'apprentissage sur les agents IA et surtout pour vous éviter d'avoir un élément que je vois énormément chez tous nos clients, c'est la FOMO. La FOMO des agents IA en disant « Ah là là, il faut que je mette en place des agents IA dans mon entreprise, sinon je vais couler. Mais en même temps, toutes les semaines, il y a des nouveaux modèles et du coup, je suis un peu paralysé entre je sais que c'est hyper important, il faut que je le fasse et en même temps, ça va super vite, donc je préfère attendre le bon modèle. » Bien. Nous, dans notre entreprise qui s'appelle Two Pizza Club, que vous pouvez retrouver sur Internet, on accompagne justement les différentes entreprises dans la mise en place de ces agents IA. Pardon. À la fois des agents autonomes, des agents vocaux, etc. etc. On fait aussi de la formation. Donc ceux qui veulent tester, n'hésitez pas à venir sur notre site Internet. Bien. Donc, la vérité sur les agents IA. Le problème, c'est que la plupart des choses que vous allez voir sur Internet, c'est des démos. Et ce n'est pas des agents qui sont en production. Et donc ça, il faut arrêter cette fame de l'ensemble des agents IA qui pullulent sur Internet, et en particulier avec N8N. Alors vous allez me dire, t'es mignon, toi aussi, tu as une chaîne YouTube où tu mets en place ces démos. En effet, et le but de ces démos, c'est pas de les mettre en production tout de suite. Le but de ces démos, c'est que vous compreniez quels sont l'ensemble des briques de Lego que vous avez à votre disposition pour pouvoir mettre en place des agents IA. Et c'est ce qui fait toute la différence. Donc, dans tous ces éléments et dans toutes ces différentes démos, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que avec les agents IA, on peut faire beaucoup de choses, mais ce n'est pas utile de le faire dans tous les cas. Et on va la voir dans cette vidéo, dans quel cas il faut utiliser un agent IA et dans quel cas il faut utiliser un workflow avec de l'IA. La différence entre les deux, elle est très simple. Dans le premier, ici, dans les agents IA, vous avez ce module-là, qui est le module développé par N8N qu'on peut utiliser directement, qui va vous permettre de créer un prompt dans lequel l'intelligence de ce prompt va venir choisir l'outil qu'il va utiliser pour réaliser une action. Donc par exemple, si on lui dit prévois un rendez-vous avec Michel demain à 8 heures, il va utiliser l'outil Calendar pour créer l'événement calendrier et il va utiliser l'outil email pour envoyer un email. La différence, c'est que si l'action de votre automatisation, c'est toujours de gérer des calendriers, de gérer des événements avec lesquels vous allez envoyer un email, pourquoi ne pas le faire avec un workflow? Si vous connaissez les étapes pour passer d'un point A à un point B, suivez-les. Et donc, indiquez directement à votre automatisation que vous devez faire A, B, C, D, E, F pour arriver à Z. C'est là où il y a la grosse différence qu'il faut vraiment bien comprendre et qui est un peu subtile. Dans le cas, souvent, des processus que vous allez automatiser, puisque vous le faites déjà vous de manière manuelle, vous connaissez les différentes étapes par lesquelles l'information doit passer. Là où dans l'agent IA, vous laissez au workflow la possibilité de choisir et donc parfois de ne pas suivre le même chemin, de réaliser l'action. Si je vous le schématise de manière un petit peu plus simple, ça donne ça. En entrée et en sortie d'un workflow, on a toujours l'input et l'output. L'input, c'est l'information qui rentre. L'output, c'est l'information qui est traitée. Dans le cas d'un agent, on va avoir un input. L'agent va traiter en choisissant le tool qu'il va vouloir utiliser. Parfois, il va faire le tool 1, puis le tool 2, puis le tool 3, puis le tool 4. Parfois, il va faire 2 fois le tool 2, 3 fois le tool 3 et pas, aucune fois le tool 1 et le tool 4. Et il va ensuite donner l'output. Là où dans le workflow IA, on a un input qui va forcément passer par un tool, qui va forcément passer par un module dans lequel on va mettre de l'IA, donc on va brancher un modèle. Donc là, par exemple, en input, j'ai un nouvel événement qui se met dans mon calendrier. J'utilise directement le tool Airtable pour aller chercher tous les différents use cases que j'ai pu déjà faire dans le domaine de la personne qui a booké un rendez-vous dans mon calendrier. Je rédige un email en utilisant OpenAI et en utilisant un prompt pour pouvoir me rédiger un email en se basant sur les différentes informations que j'ai eues là. Je le fais passer dans Slack parce que j'envoie aux équipes, je notifie les équipes que
je vais utiliser Slack enfin que je vais envoyer ici, par exemple, j'envoie l'email directement et vous avez l'output qui est créé. Ok? Donc toujours bien réfléchir en c'est quoi mon input, c'est quoi mon output et comment est-ce que je transforme la donnée à l'intérieur. Les tools ici, ça peut être aussi de la data transformation. C'est-à-dire que vous allez aussi pouvoir dire en input, j'ai un Google Calendar, donc j'ai toutes les informations dans un Google Calendar. En sortie, par exemple, je veux une base de données ou je veux un tableau. Ok? Ça peut être aussi de la transformation. Là où ici, vous allez avoir juste l'input, l'utilisation des différents tools et l'output. Bien. Globalement, ce que j'ai vraiment appris, donc ça c'était pour la théorie, pour un peu poser le cadre. Maintenant, ce qu'il va falloir vraiment comprendre de ces 7 ans d'automatisation et de ce 1 an qu'on a passé à implémenter les agents IA dans les entreprises, c'est une question qui est fondamentale et que très peu se pose maintenant, c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'IA en fait? Est-ce que le simple fait d'avoir des règles de gestion et un arbre décisionnel ne nous suffit pas pour sortir l'humain de l'opérationnel de cette tâche? Parce que globalement, le seul ROI de l'automatisation, c'est le gain en ETP. Alors bien évidemment, après, on va pouvoir dire que ça fait moins d'erreurs, que ça travaille 24 heures sur 24, que ça ne prend pas de jours de congé, etc. Certes, mais la vérité, c'est que l'automatisation, ça sert à une chose, c'est à réduire le temps humain pour faire une tâche. Donc c'est le gain en équivalent temps plein. Si vous faites un gain en équivalent temps plein, que vous avez investi pour mettre en place l'automatisation, vous allez avoir un ROI. Donc, globalement, ici, je vous explique que parfois, on n'a pas besoin de l'IA. Et avant même qu'il y ait des modèles de n'importe quel LLM, on faisait déjà beaucoup d'automatisation. Et ces automatisations-là, elles venaient juste s'imbriquer sur les processus existants des différentes entreprises. Donc, vous allez avoir 2 types de workflows qu'on va utiliser maintenant et qu'on va privilégier face à des agents IA. Le premier, c'est les workflows avec règles. C'est-à-dire que c'est des arbres décisionnels qui se basent sur des conditions vérifiables. Est-ce que la valeur est supérieure ou inférieure à 10? Si oui, on passe par le chemin 1, sinon on passe par le chemin 2. Vous allez pouvoir l'utiliser aussi, et c'est là où on peut ouvrir le champ des possibles et aller faire ce qu'on appelle le dernier kilomètre avec des workflows. C'est que notamment dans la vidéo de l'inbox management que je vous invite à regarder sur notre chaîne YouTube, on a créé ce qu'on appelle un étiquetage de l'information basé sur le corps d'un email. Donc en récupérant l'email entrant, on va pouvoir se dire, ok, est-ce qu'on est dans la partie des paiements? Est-ce qu'on est un email qui concerne les sales ou est-ce qu'on est un email qui concerne autre chose? En fonction de cette information-là, on va déclencher des tools différents. Donc par exemple, je suis dans un email qui concerne le paiement, je télécharge la pièce jointe si elle existe et je l'importe dans un Google Drive. Je suis dans un email qui concerne les sales, ok, je crée un draft de réponse à l'email et je notifie le responsable de ce client-là que je suis allé vérifier dans le CRM en lui disant voici l'email du client, j'ai créé un draft, tu peux aller vérifier avant de l'envoyer. Je suis autre, j'envoie une notification sur Slack tout simplement en disant tu as reçu tel email, je n'en ai rien fait. Si vous devez augmenter vos systèmes et les mettre en production, c'est là où il y a un petit peu un palier à dépasser, il va falloir que vous ayez bien fait des éléments. C'est-à-dire que vous allez bien devoir décider des différentes étapes à réaliser, c'est-à-dire suivre globalement un schéma très simple en 3 grandes étapes. La première, le design, donc ce qu'on appelle le wireframing. La deuxième, la création du bot. Et la troisième, la mise en production. Dans la mise en production, il y a le test des différents workflows et la maintenance de ces workflows. Le système doit gérer un raisonnement complexe à plusieurs étapes et le système doit répondre dynamiquement. Ok? Bien. La première étape, ce que je vous ai dit avant de build votre workflow, c'est de faire un wireframe. Un wireframe, c'est quoi? C'est tout simplement, vous prenez un papier, un stylo, vous vous asseyez, vous faites ce qu'on appelle avec le client un vie-ma-vie, c'est-à-dire que vous asseyez littéralement à côté d'un opérateur et vous prenez des notes de tout ce qu'il fait dans la journée. Une fois que vous avez fait ça, vous allez créer un schéma. Ce schéma, il va vous permettre de comprendre l'ensemble de la chaîne de valeur que va suivre l'information et les différents outils qui vont appeler. Donc, vous allez vous poser des questions comme qu'est-ce qui déclenche le workflow? Est-ce que c'est un nouvel email? Est-ce que c'est un nouvel événement calendrier? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Comment la data bouge-t-elle d'un élément à l'autre? Donc, comment est-ce qu'on passe de l'input à l'output? Est-ce qu'on doit la transformer? Est-ce qu'on doit la faire passer dans un tool? Est-ce qu'on doit récupérer de la data quelque part? Est-ce qu'on doit faire intervenir l'humain et donc mettre en place un human in the loop?
pareil, je vous renvoie vers la vidéo YouTube sur Human in the Loop là-dessus. Quelles sont les actions qui doivent être prises? Quelles sont les différentes décisions qui doivent être prises? Est-ce que c'est des décisions basées sur des solutions, enfin des réactions binaires comme on a vu juste avant, ou bien est-ce que c'est de la labellisation de content? Est-ce qu'on va avoir besoin de RAG? Est-ce qu'on va avoir besoin d'une API? Si oui, lesquelles? Donc par exemple, on peut utiliser une API comme Apify pour aller scraper Internet. On peut aller utiliser une API, par exemple celle de Airtable pour aller chercher des informations dans votre base de données. On peut faire ce qu'on appelle un RAG de la donnée, c'est-à-dire est-ce qu'on va vectoriser un document pour ensuite aller chercher de l'information. Et enfin, quelles sont les intégrations à inclure? Donc les intégrations, là où l'automatisation va venir un peu être la pâte à fixe entre vos différents outils, les intégrations, elles, ça va être assez automatique. C'est-à-dire que vous avez un logiciel de formulaire en ligne type Tally, vous allez créer une intégration directe avec Airtable, et donc dès lors que quelqu'un va remplir votre formulaire sur Internet, il va s'inscrire directement dans votre CRM ou dans votre base de données. Ce qui fait que vous allez avoir une alimentation en automatique des différentes datas de votre entreprise. Et c'est là qu'il y a un énorme enjeu à la data. La vérité, c'est que les agents IA en front de vos clients sont des éléments super pour avoir des démos et sont des éléments hyper importants. Mais la vérité, c'est qu'il y a beaucoup d'agents que vous devez mettre en place qui vont travailler pour la création de valeur de votre business. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, ah, tu as créé une nouvelle présentation de vente, je l'incorpore dans ma base de données qui fait que dès lors qu'un nouveau commercial rentre dans l'entreprise et qui me pose des questions sur quel est le pricing de tel ou tel produit, je vais lui donner la data à jour. Là, il y a un vrai enjeu. Et vous avez plus besoin de bloquer une semaine en août ou de bloquer une semaine à Noël pour pouvoir le faire. Donc, ce que vous faites ici, c'est que vous allez utiliser des logiciels de wireframing. Donc pour ça, vous pouvez utiliser Miro, Whimsical, Excel Draw, ou bien même un pad. Ces logiciels vont vous permettre du coup de utiliser ces différentes briques de décision et d'outils pour pouvoir créer vos schémas. Vous faites le schéma d'abord sur papier avant de passer à votre automatisation au hasard sur un outil comme N8N. Ce qu'il va falloir aussi prendre en compte énormément, ça va être le contexte. Donc, globalement, si vous ne donnez pas beaucoup de contexte à vos workflows, vous allez avoir des mauvaises réponses. Ce que je dis souvent, c'est qu'on utilise aujourd'hui les LLM comme notre grand-mère utilise Google. C'est-à-dire qu'on n'a pas les bons réflexes, on n'a pas les bonnes informations, et donc les réponses qu'on a, parfois, ne nous satisfont pas. Le problème, c'est qu'on va le voir juste après, c'est que vous n'allez pas avoir un temps de réponse aussi rapide avec les agents IA qu'avec un chat GPT. Donc, il va falloir itérer dans la construction et non pas dans la récupération de la réponse. Sans le bon contexte, du coup, on hallucine, on utilise de mauvais outils et on a des réponses qui sont vagues. C'est la même chose qu'un team sales dans votre équipe. Globalement, le sales, lui, il sait faire un rapport, il a des techniques de sales et il sait bien communiquer. Ça, c'est un sales qui vient d'arriver dans votre boîte, mais il ne saura pas closer sur vos outils et sur votre offre s'il ne connaît pas le besoin du client, les processus de l'entreprise, les offres, les prix et les use cases. Donc, c'est à vous de donner ça aux agents IA Sales, par exemple, afin que ces agents puissent closer un nouveau deal. OK? Ça, c'est ce qu'on a vu sur le contexte. Dans le contexte, vous allez avoir deux différents éléments. Le premier, c'est le prompt et le deuxième, c'est la mémoire. Donc, la mémoire, vous allez en avoir de plusieurs types. Vous allez avoir des RAG, vous allez avoir des bases de données, vous allez avoir potentiellement des endroits où vous allez faire des requêtes SQL. Ça, c'est un élément. Le deuxième élément qui est hyper important, c'est le prompt. Et comme je vous ai dit, on prompte super mal. Quand vous utilisez ChatGPT, en fait, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir itérer rapidement avec l'information qu'il va vous donner, avec votre output. Donc, vous allez pouvoir modifier, dire non, mais en fait, là, c'est pas le bon format, ou fais plus court, fais plus long, fais avec un ton plus professionnel, etc., etc. Donc, vous allez y aller de manière incrémentale. Dans votre workflow AI, cette manière incrémentale, il faut la faire dans les tests, parce qu'une fois que vous le déclenchez, il démarre et il va faire sa popote jusqu'à vous donner le résultat. Donc, vous, ce que vous devez faire, c'est vous dire, OK, dès lors que je fais mes tests, je vais itérer ici sur le prompt et sur l'agent IA pour faire en sorte que mon agent IA soit bon. C'est pour ça que dans la troisième phase que je vous ai présentée tout à l'heure, la mise en production des agents IA, il y a toujours une phase de testing. Et cette phase de testing, elle peut durer entre 3 et 2 semaines en fonction de la complexité de l'agent parce qu'on va venir affiner en fonction des différents cas qu'on n'aurait pas pu identifier lors de la phase de design sur les différentes réponses. Par exemple, je vous donne un exemple, vous faites
un agent IA Customer Support qui gère toutes les demandes dans votre chat et vous vous rendez compte que en fait, quand la demande elle est en portugais, ça déraille. Ah, bah oui, vous aviez prévu votre agent IA que pour du français. Donc, ok, on va regarder et on va ajouter un élément dans le prompt qui est de vérifier dans un premier temps la langue avant de donner la réponse et répond dans la langue avec laquelle tu as obtenu l'input, par exemple. Donc là, voilà, ici, corrigez bien le prompt et testez jusqu'à ce que ce soit bon pour avoir les bons éléments. OK? Quand vous allez prompter les agents, il y a 5 éléments hyper importants à connaître. Premier, c'est le rôle. Donc moi, ce que je vous conseille de faire dans votre agent sur N8N, c'est vraiment de mettre un dièse, enfin un hashtag rôle, hashtag contexte, hashtag outil, hashtag règle, hashtag exemple. Et à l'intérieur de ça, dans ces briques-là, du coup, vous les structurez toujours de cette manière-là et vous allez mettre l'information. Donc là, dans un premier temps, vous définissez le rôle. Est-ce que tu es une assistante? Est-ce que tu es un expert en recherche documentaire? Est-ce que tu es ceci? Est-ce que tu es cela? Vous lui donnez le contexte. Donc là, le contexte, il peut soit venir de l'information que vous avez eue avant, soit vous lui donnez et vous l'écrivez. Vous lui donnez les outils à sa disposition, donc les fameux outils qu'il va pouvoir appeler. Attention à bien nommer ces outils parce que c'est assez case sensitive dans N8N, c'est-à-dire que si vous mettez une majuscule ou pas, parfois il va oublier de l'appeler. Donc faites attention à bien appeler les outils de la même manière que vous les appelez dans le prompt. Vous lui donnez des règles. Et enfin, très important, vous lui donnez des exemples. Souvent, c'est dans les règles, quand on va faire l'itération, c'est dans les règles qu'on va ajouter des lignes en disant non, mais en fait, je veux toujours que tu signes mon email avec cette signature-là. Je veux toujours que tu ne mettes pas d'emoji. Je veux toujours que tu enlèves les guillemets ou des choses comme ça. Donc ici, souvent dans l'itération, on rajoute là un peu le côté un peu fourre-tout. Quand vous allez vouloir scaler, il y a pas mal d'éléments à faire et à comprendre. Le truc, c'est que dès lors que vous allez être mis en prod ou bien que vous allez vouloir faire plusieurs agents, le problème, c'est que si vous avez un élément qui a mal été fait dans le design du premier agent, dès lors que vous allez scaler et que vous allez créer plein d'agents, ça va se démultiplier. Donc, les best practices à respecter. La première chose, c'est de bien gérer vos logs. C'est-à-dire qu'il faut bien gérer les endroits hyper importants, les différents checkpoints dans vos agents IA que vous envoyez quelque part. Soit vous les envoyez dans une base de données type un Excel ou un Airtable et vous le checkez tous les matins, soit vous les envoyez vers un Slack et vous regardez qu'il n'y a pas de problème. La deuxième chose, c'est que ce qu'il faut absolument faire, c'est corneriser vos IA. C'est-à-dire que plus vous allez utiliser des workflows complexes, plus il faut bien séquencer les endroits où vous allez utiliser de l'IA pour lui demander une seule et unique chose. Si vous lui demandez trop d'actions d'un coup, type rédige un email, prépare un document PDF, etc., en fait, au bout d'un moment et au bout de beaucoup d'itérations, ça va mal se passer. Donc, séparez bien les différents modules. Et enfin, le dernier conseil hyper important, c'est de mettre dans des boîtes très petites les différents workflows et de les appeler entre eux. Donc, dans la partie agent IA où vous allez appeler des outils, le mieux c'est d'appeler aussi des sous-workflows que vous allez créer sur N8N qui eux vont réaliser une petite tâche. Plus vous allez avoir un gros workflow qui appelle des sous-workflows, plus vous allez pouvoir le maintenir en prod et vous allez pouvoir gérer les différentes erreurs qu'il va générer. Tout ça dans le but évidemment de réduire les hallucinations, de augmenter la qualité des différentes réponses, de gérer les temps de réponse. Donc là typiquement pareil, vérifiez bien le type de modèle que vous allez utiliser. Il y a des modèles qui sont plus intelligents que d'autres, mais il y a des modèles qui sont plus lents que d'autres. Donc si vous faites un chatbot, utilisez un modèle relativement intelligent, mais surtout très rapide. Alors que si vous faites un agent de génération de contenu où il doit faire de la recherche de bons contenus à utiliser, là, utilisez un workflow intelligent qui va prendre son temps pour le mettre en place. Et enfin, faites gérer vos différentes réponses pour qu'elles soient améliorables. C'est pour ça qu'il faut toujours bien prévoir de la maintenance. La best practice dans les entreprises, c'est de la manière suivante. Jusqu'à 10 workflows, passez par une agence ou passez par un freelance pour les mettre en place. Au-delà de 10 workflows, mettez en place ce qu'on appelle un centre d'excellence d'automatisation qui va vous permettre de recruter en interne et d'avoir une personne qui va récupérer les besoins métiers et les mettre en place sous forme d'automatisation et qui va aussi gérer la maintenance des robots qui vont être en prod. Parce que les robots, c'est comme vos processus, ils évoluent et donc il faut les maintenir en prod. N'oubliez pas de bien utiliser donc tous les différents outils et toutes les différentes connexions que vous avez au sein de N8N pour faire vos différents workflows. Donc là ici, en l'occurrence, c'était un workflow
qui vous permet à la fois, ce que je vous ai dit, donc envoyer un email et créer des événements calendar. OK? Sachez que aujourd'hui, N8N, c'est une plateforme qu'on appelle low-code, c'est-à-dire que c'est un mix entre du no-code et du code. Globalement, le no-code, ça a ses limites pour la création des workflows. C'est pas magique et c'est pas tout le temps incroyable. Ce qui est bien pour le no-code, c'est que ça vous permet vraiment de connecter les API entre elles, donc de connecter vos différents outils, de prendre des décisions grâce à des règles, de créer des workflows avec de l'IA, de gérer des multi-agents et d'orchestrer les différents services IA. Donc là, vous voyez ici, par exemple, dès lors qu'on a le remplissage d'un formulaire, une série d'actions va se lancer jusqu'à l'envoi d'une newsletter. Donc ça, c'est des workflows qui sont hyper intéressants. Mais si vous voulez aller plus loin, il va falloir utiliser du custom code. Donc ça, c'est l'avantage de N8N, c'est que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur de vos workflows du code afin de les booster et de vous permettre d'aller encore plus loin. Donc la solution que je vous propose, c'est vraiment de mettre en place du no-code et de custom code. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Allez, ça part.